On a somme nulle. On a un maire avec nous, Alain Chrétien est avec nous, maire de Vesoul. Vous, depuis 2018, vous avez mis en chantier la réhabilitation justement de bureaux, de bâtiments laissés à l'abandon en centre-ville, aussi anciens hôpitaux, ancien hôpital, je crois qu'il y en a un, caserne de pompiers. Pourquoi avoir pris cette décision ? Vous en êtes où ? Bonsoir. Parce qu'un centre-ville, c'est le cœur d'une agglomération, c'est le cœur d'une ville, c'est là où tout le monde se rencontre. Et quand un centre-ville dépérit, ce qui était le cas de Vesoul, comme beaucoup de villes moyennes, eh bien c'est toute une agglomération qui dépérit. Donc il fallait mettre la priorité sur ce centre-ville, à la fois avec le commerce, avec les bâtiments historiques, avec les monuments historiques. C'est quelque chose, on a des pépites dans nos centres-villes. Donc il fallait une politique très incitative, très forte et multisectorielle. Un bon centre-ville est un centre-ville où on habite, où on consomme et où on travaille. Et comme ça, on économise une voiture, parce que dans le monde rural, il faut souvent 2 voitures. Quand vous revenez en centre-ville, vous n'avez plus qu'une seule voiture. Vous économisez beaucoup par mois. Et puis, l'objectif, c'est d'avoir aussi des logements de qualité, des logements, mais c'est beaucoup plus compliqué de rénover en plein centre-ville. C'est pourquoi, avec Édouard Philippe, la politique Action Cœur de Ville qui a été mise en place, c'est la première fois depuis 50 ans qu'on s'occupait enfin des villes moyennes, de nos sous-préfectures, de nos préfectures. Vesoul, c'est 15 000 habitants, c'est une des plus petites préfectures de France. Et on n'avait pas envie de partir comme ça, de dépérir. Alors, combien de logements avez-vous construits ou réhabilités depuis le début du programme ? Alors, 400 logements, 200 en rénovation, 200 en construction neuve, mais c'est très complexe. Dans plein centre-ville, le maillage urbain est très complexe. Vous avez des copropriétés, vous avez des monuments historiques qu'il faut préserver. Ça coûte beaucoup plus cher de rénover de l'ancien dans des centres-villes que, pardon l'expression, de tartiner des lotissements à la périphérie de nos villages et de nos villes. Et donc la sobriété foncière, c'est aussi un élément extrêmement important. Et les maires sont favorables à la sobriété foncière. Il faut donc reconstruire la ville sur elle-même. Sauf que ça coûte 5 à 6 fois plus cher. Vous savez, à Vesoul, vous êtes d'ailleurs tous les bienvenus, pour 1 000 € du mètre carré, vous avez des appartements magnifiques, avec des boiseries, avec des plafonds à la française, des parquets de Versailles. Eh bien, tout ça, on le trouve à Vesoul pour 1 000 € du mètre carré. Malgré tout, quand on fait de la rénovation, on a des contraintes. Et Action Cœur de Ville nous a permis de financer, avec le fonds Friche notamment aujourd'hui, le fonds vert, de financer ces surcoûts qui sont énormes pour les promoteurs privés. Les équilibres économiques sont ce qu'ils sont, et que là aussi, on ne peut pas proposer des mètres carrés à 3 4 000 € du mètre chez nous. Vos objectifs à 5 ans ? Déjà, nous avons stoppé l'hémorragie démographique. Vesoul perd 250 habitants par an depuis une quinzaine d'années. Depuis 5 à 6 ans, on a 15 000 habitants. C'est déjà une première victoire. Et l'objectif, c'est aussi de remonter la pente et de montrer aussi aux Français que dans nos territoires ruraux, parce que 15 000 habitants dans un territoire rural, c'est vraiment la campagne, eh bien, il y a aussi un accès à la propriété facilité. Guillaume Kasbarian. Oui, je voudrais juste simplement féliciter Monsieur le maire de Vesoul pour l'expérience locale très réussie qu'il a mise en place. En réalité, les maires sont les garants de l'aménagement du territoire. Je viens aussi d'un territoire rural, l'Eure-et-Loir, Chartres, une ville moyenne également, qui a bénéficié du même programme Action Cœur de Ville et qui a été très utile. Ça a permis aux élus locaux, notamment, de donner accès à des étages d'immeubles en centre-ville qui étaient bloqués parce qu'initialement les commerces ne permettaient pas l'accès direct au premier étage. Donc on a pu recréer, et c'est le maire de Chartres qui l'a mis en place en lien avec Action Cœur de Ville, du logement en centre-ville sans effectivement s'étendre à foison ou densifier et surélever à foison. Donc il y a des solutions qui existent. 222 villes moyennes qui ont été sélectionnées. C'est prolongé Action Cœur de Ville ? En tout cas, les initiatives de ce type-là, je pense qu'il faut les encourager. Moi, je me battrai pour qu'on puisse mobiliser des ressources pour encourager les élus bâtisseurs et les élus qui se creusent le cerveau pour trouver des solutions pour offrir du logement supplémentaire. Il y a après toute la politique locale qui peut être menée. Juste un mot, Jean Viard, quelles sont les villes qui s'en sortent le mieux ? Ça dépend complètement. C'est pour ça qu'il y a des régions qui, vous allez à Saint-Dizier, il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux habitants, alors que c'est une ville magnifique. Les Français se déplacent, mais pas partout. L'État a aussi une responsabilité. Avant, il logeait ses fonctionnaires. Pourquoi on loge plus les profs ? Pourquoi on loge plus les pompiers ? C'est-à-dire, on dit aux gens, je te donne un boulot, par exemple, dans le cas d'Annecy, elle a un bus, elle conduit, et puis on lui trouve pas de logement. C'est la même chose pour les étudiants. C'est-à-dire, on trouve une place à la fac, on ne trouve pas de logement. Ça, on l'a vu aussi. Non, mais à un moment, est-ce qu'il n'y a pas aussi de la part de l'État, vis-à-vis de ses fonctionnaires ? Moi, je sais pas, quand j'étais jeune, ça commence à faire longtemps, mais les instituts habitaient dans les écoles. Et alors, parce que sinon, le foncier est trop cher. Il y en a qui trouvent des solutions. Dominique Lamballe est avec nous. Alors, vous dirigez une entreprise spécialisée dans les menuiseries en aluminium et en PVC à Baignon, une commune du Morbihan, en Bretagne. Le logement, aujourd'hui, c'est un frein pour recruter.
Oui, tout à fait. Alors peut-être juste recontextualiser l'entreprise. On est 550, on est une entreprise qui est familiale, basée à Baignon, un petit village. Baignon, c'est tout petit, c'est moins de 2000 habitants. Centre-Bretagne, on n'est pas sur le littoral non plus. Tous les ans, on recrute 30-40 personnes. On a travaillé notre marque employeur, etc. Parce qu'à Baignon, il n'y a pas de transport en commun. À Baignon, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de tramway. Et à Baignon, les gens viennent en voiture. Aujourd'hui, dans notre commune à nous, il y a 200 demandes de logement non pourvues. Alors, je crois que vous êtes transformé, vous, je sais pas si on peut dire aussi, en promoteur immobilier, en fait. Ouais, enfin, c'est dans un système un peu innovant, un peu particulier. C'est-à-dire qu'en fait, devant cet obstacle-là, le mur qu'on voit devant pour recruter les gens, eh bien, on s'est dit, il faut qu'on trouve des solutions pour le logement. Alors, j'ai beaucoup sensibilisé les élus, les maires où habitent nos salariés. Voilà, trouvez-nous des solutions de logement, trouvez-nous des solutions de logement. Mais en fait, ça va pas suffire. Donc, la commune de Baignon a dit, écoutez, Dominique, on trouve une solution de logement, mais c'est à toi de les créer. Alors, première décision était de dire non, c'est pas mon boulot. C'est quand même le patron qui construit des logements pour ses salariés. Ça fait penser au siècle dernier. Donc, je voulais pas repartir dans ce schéma-là. Mais principe de réalité, quand on n'a pas le choix, il faut y aller. Donc, et c'est là qu'on s'est dit, OK, la commune, on va s'en occuper, on va construire 40 maisons. Donc, aujourd'hui, le projet en est où? 40 maisons individuelles, entre 80 et 100 mètres carrés, c'est ça? Baignon, appartement, ça n'existe pas. Baignon, les gens qui viennent nous voir sont les gens qui veulent une maison individuelle. Donc, ça allait contre leur avis, c'est trouver personne. Et donc, on va construire 40 logements parce que, en essayant de consommer le moins possible de foncier, puisque les terrains maximum, ça va être 240 mètres carrés, maison compris. Et donc, ils deviennent pleinement propriétaires de la maison que vous allez construire. Comment ça se passe? Alors, au début, on construit, on loue les 40 maisons. Et en fait, moi, j'ai pas pour avis de durer dans le temps, d'avoir un système d'investisseurs. Donc, on va vendre une maison chaque trimestre. Ce qui fait qu'au bout de 10 ans, en fait, on va avoir dissous le système. Et moi, mon projet à moi, c'est d'avoir installé 40 familles sur le territoire travaillant dans mon entreprise. C'est une bonne idée, ça, Véronique Bédague? Au moins, c'est pragmatique. Je pense que le combat sur le logement, ce que je dis à mes équipes, moi, un logement, je vais le chercher aujourd'hui. Il y a un tel besoin que vraiment toutes les solutions sont les bienvenues. Moi, je pense qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué aussi, c'est qu'il faut aussi faire baisser le prix du logement. On a un sujet de demande, mais aussi le logement est cher pour les Français. Donc moi, je pense que tout ce qui va nous permettre... Alors nous, on est en train de faire le boulot chez les promoteurs. L'avantage de la crise, c'est qu'on regarde tous les coûts, toutes les conceptions d'appartements, etc. Le foncier va être un énorme sujet dans les années qui viennent. Le foncier est de plus en plus rare. Je pense qu'il va devenir de plus en plus cher. C'est en train de devenir un bien commun d'une nature qui n'était pas celle d'autrefois. Donc je pense qu'il va falloir trouver des moyens de régulation. Et puis, Monsieur le Ministre, quand on achète un logement neuf, 25% part à l'État. Quand même, il faut se dire les choses entre nous. C'est 25% du prix. Peut-être aussi des choses à regarder. Aujourd'hui, la TVA sur un logement neuf, c'est 25%. C'est 20%, pardon. C'est pas les 5% d'un bien essentiel. Donc, moi, je pense que nous, ce combat, on est en train de le mener chez les promoteurs. Tout ce qui nous permet de faire baisser les prix, on est vraiment complètement dessus. Mais moi, je pense que ça, c'est vraiment un effort collectif. Il faut aussi qu'on fasse ce que nous, on a à faire, là où on est, pour faire que le logement redevienne accessible aux Français, parce que vous avez raison tous les deux, la crise, elle est énorme devant nous, elle est vraiment énorme. On va parler d'une crise qui est le point central, c'est la crise dans la crise, parce que celle-ci, c'est le point très noir de l'état du logement en France, ce sont les logements sociaux. Vous tirez la sonnette d'alarme, Christophe Robert, depuis un moment. Qu'est-ce qu'on fait, Guillaume Kasbarian, pour Alain qui dort dans sa voiture, qu'on a vu dans le documentaire, qui n'a pas accès au logement? On voit même, c'est déchirant, on le voit au téléphone, entre deux chantiers, voir qu'il a raté un truc à 10 minutes, qu'il est sur liste d'attente pour les logements sociaux et ça peut durer des années. Qu'est-ce qu'on dit à tous les Alains de France qui sont dans cette situation? La situation d'Alain est très compliquée et il n'est pas le seul, puisqu'en réalité, il y a 2,6 millions de Français qui aujourd'hui demandent un logement social. Il faut bien évidemment continuer à développer du logement social. C'est ce qui a permis notamment la loi SRU, qui a permis de construire beaucoup de logements sociaux dans beaucoup de communes, et avec des mécanismes d'incitation aux maires qui construisent du logement social. Ça fait un quart de logements sociaux. Mais il faut aussi développer, aussi développer du logement pour la classe moyenne. C'est le sens d'un projet de loi que nous sommes en train de travailler, qui sera présenté au Sénat et à l'Assemblée nationale à partir du mois de juin, et qui permettra d'encourager la production de logements intermédiaires. Je sens bouillir la colère par ici. Je sais bien. Il y a aujourd'hui un salarié sur 5 qui gagne le SMIC. Ce salarié, il n'achète pas, malheureusement, parce que il a rien.
il est locataire du logement social. Il ne rentre pas dans le logement intermédiaire. Le logement intermédiaire, c'est utile, nécessaire dans beaucoup de villes où le parc de logements locatifs est trop cher, mais c'est pour la classe moyenne supérieure, comme vous l'avez dit. Une infirmière n'a pas assez de revenus pour rentrer dans un logement intermédiaire. Il faut gagner au moins 3 200 € par mois. Mais pourquoi je vous parle de ça? Moi, ce que je demande, c'est qu'on remette la priorité sur ces 2,6 millions de demandeurs de logements sociaux. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a une vraie mutation, comme l'a dit Jean Viard. Maintenant, les demandeurs, en majorité, ce sont des personnes seules ou une personne seule avec un enfant. C'est ça la forme du noyau familial aujourd'hui. Et c'est plus de 60% qui sont des salariés au SMIC, qui font tourner le pays, qui ne télétravaillent pas, parce que nos clients, puisque j'ai parlé de clients, c'est des aides-soignantes, des caristes, des ambulanciers, celui qui tient la pompe à essence à côté de chez vous. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est pour eux c'est la priorité. Ils n'ont pas de capacité à acheter, pas avant longtemps. Et aujourd'hui, ils galèrent. Et c'est vrai qu'on a une politique formidable actuellement. Réindustrialiser la France. Nous, on est à fond derrière. Sauf qu'en effet, il y a beaucoup de territoires où c'est des milliers de logements qu'il faut apporter. Et aujourd'hui, les salariés qui commencent à arriver, soit sont au-dessus du logement social et donc ont besoin d'autres dispositifs, soit ils dorment dans la voiture ou dans des campings. Votre reportage sur les étudiants qui vivent en camping, on dit c'est sympa. Et encore ceux-là, ils ont de la chance. Oui, mais voilà. Le côté, c'est sympa. C'est 550 €. C'est sympa. Combien de temps ça les a dépannés? Mais moi, j'ai honte, je vous le dis franchement, pour la jeunesse. Moi, j'ai honte de leur dire, écoute, c'est galère cette année, tu vas vivre au camping pour faire. Mais on n'a pas montré ça pour dire que c'était formidable. Mais je sais bien, mais parce qu'ils sont très résilients, ils expliquent que quand même c'est sympa entre eux. Ils sont jeunes. Ils sont jeunes, oui, mais franchement, c'est comme ça qu'on débute dans la vie. Enfin, on a tous débuté dans la vie. Moi-même, j'ai beaucoup galéré à me loger quand j'étais plus jeune. Mais si je dis ça, c'est parce que on n'a pas envie de ça pour les nouvelles générations. Et donc, oui, Monsieur le ministre, on a besoin de priorité. Moi, quand vous me dites le choc de l'offre, je vous dis tout de suite, dites-nous ce que vous faites pour les smicards. C'est eux qui font tourner le pays aujourd'hui. Et ils ont besoin d'aide. Et donc, les bailleurs sociaux ont besoin d'aide. On laisse Guillaume Casparian répondre et après Véronique Bédague et Jean Viard. Madame Cosse a raison de parler de toute cette classe moyenne qui aujourd'hui travaille, gagne le SMIC ou légèrement au-dessus du SMIC et ne bénéficie pas d'un logement social. Et qui est dans la file d'attente et qui va déposer son dossier et attendre 1 an, 2 ans, 10 ans, votre reportage le disait d'ailleurs, avant de pouvoir avoir accès à un logement social. Et pardon, mais avant, il y a toutes les priorités. Mais je vous invite à regarder, et à vous, moi je l'ai fait ces 5 dernières semaines et je vais continuer à le faire, à regarder la liste des priorités de ceux qui rentrent dans les logements sociaux et la complexité des caléoles. Il y a des comités qui font les attributions de logements sociaux. Je vous invite à aller voir comment ça se passe. Regardez les priorités. Vous avez les femmes victimes de violences, vous avez les personnes en situation de handicap, vous avez les mineurs qui sortent de l'ASE, vous avez les personnes qui sortent de la prostitution. Et en fait, vous listez la totalité des priorités. Et c'est très bien parce que ce sont des publics prioritaires. Mais ma question, et que je pose à Madame Cosse également, c'est pour tous les smicards, ceux qui sont légèrement au-dessus, cette classe moyenne qui en réalité, puisque le salaire médian en France est à 2100 €, tous ceux qui en réalité, qui font partie des 80%, qui n'auront jamais en réalité de logement social parce qu'il n'y en a pas assez, parce qu'il y a des priorités qui sont très importantes. Mais on en fait plus. Qu'est-ce qu'on leur dit? Il faut en faire plus. Et je vous rejoins. Et il faut aussi proposer un produit qui s'appelle le logement intermédiaire pour les classes moyennes, qui est 10 à 15% moins cher que le prix du marché, qui permettrait d'y arriver. Et donc, Madame Cosse, moi, je n'oppose pas les logements entre eux. Mais moi non plus, je défends le logement intermédiaire. Vous défendez le logement social et vous, c'est normal, vous êtes la présidente du mouvement HLM. Ne mentez pas aux Français. Une aide-soignante ne peut pas accéder à un logement intermédiaire ni une infirmière. Donc ne leur mentez pas. Mon rôle. Ne leur promettez pas ça. Mais moi, je leur promets pas de faire la queue pendant 10 ans. Je leur dis qu'on va développer non seulement du logement social, mais aussi du logement intermédiaire. Dans lesquels ils ne peuvent pas rentrer car ils n'ont pas de revenus. Excusez-moi, mais Véronique Bédague, vous voulez réagir. Accessible au plus grand nombre. Mais Madame Cosse, il n'y a pas que le logement social. Et les Français, d'ailleurs, l'ont bien compris, puisqu'il y en a beaucoup qui font les dossiers et qui n'accèdent jamais au logement social. Vu de l'endroit où je suis, moi, je pense qu'il faut surtout qu'on se batte pour produire du logement. Plus de logement. Tout logement. Bien sûr. Oui, mais c'est pas ce qui se passe quand même. Je suis ravi que vous soyez d'accord avec moi, mais enfin, pour l'instant, ça s'effondre. Nous, quand on produit de tout. La production de Nexity, c'est 1/3 de logement social. Quand moi je recule aussi sur le logement social. Donc le grand combat, c'est ça, et c'est surtout les catégories de logements. Je vous rappelle que ce qui s'est effondré le plus l'année dernière, c'est au fond l'investissement des Français en logement. C'est ça qui a beaucoup reculé. Et moi, quand même, quand je regarde les choses, on va se dire les choses comme elles sont, Monsieur le Ministre. Aujourd'hui, quand un Français investit dans une obligation d'État,
il paye 2 fois moins d'impôts sur son revenu qu'un Français qui investit dans le logement. On peut comprendre pourquoi, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc toutes ces choses-là doivent être traitées. Là où je suis d'accord avec Christophe et Emma, c'est que nous, on a vu quand même beaucoup de ministres, tous très compétents, engagés. On ne peut pas dire qu'ils ne connaissaient pas ce dont ils parlaient. Honnêtement, on est quasiment au même point. Pas tout à fait. Il y a eu des choses sur le LLI, quasiment sur le logement intermédiaire. Mais enfin, on est quasiment au même point qu'il y a 1 an et demi, pardon de le dire. Alors je ne doute pas que vous allez trouver des mesures. Mais vraiment, moi je suis d'accord avec... C'est tellement urgent. Enfin, ce qu'on voit là, mais dans 2 ans, quand nous on va arriver et qu'on produira encore moins, mais ça va se généraliser. Moi, ce que j'ai dit tout à l'heure... 12 millions, on le rappelle, 12 millions de Français qui sont sur le fil du rasoir, sur le basculer dans la très grande précarité du logement. Et moi, ce qui m'a frappé là, c'est la résignation. Moi, dans tous les reportages que j'ai vus, ce qui m'a frappé, c'est la résignation. Ils ont tellement essayé, ils ont frappé à tellement de portes, qui terminent dans une voiture, dans un logement. Et cette femme qui dit, quand je vais visiter un appartement, j'ai la boule au ventre comme pour un entretien d'embauche, et on la comprend, parce qu'on a fait le chemin avec elle. Jean Viard. Non, moi, je ferai 2 remarques. On ne parle pas des résidences secondaires. Moi, je ne suis pas sûr qu'il peut y avoir 130 000 résidences secondaires dans Paris. Ouais. Je ne suis pas sûr. À Amsterdam, il n'y en a quasiment plus. Je veux dire, est-ce qu'une grande ville ne peut pas à un moment décider que la résidence secondaire, c'est pas une façon d'habiter la ville? Et quelque part, un Airbnb, c'est mieux qu'une résidence secondaire parce que c'est presque utilisé tout le temps. Donc les gens vont consommer, mangent, etc. Les résidents, il n'y a qu'à voir dans le centre de Paris, plein d'immeubles qui sont ouverts même pas 1 mois par an. Moi, je remettrai en question la résidence secondaire dans les très grandes villes, notamment à Paris, c'est 10% à peu près à Paris. La résidence secondaire, c'est 10% du parc immobilier national. Oui, mais à Paris, mais il y a des endroits où c'est très bien qu'il y ait des résidences secondaires, sinon il n'y aurait plus rien. Il y a vraiment un sujet intéressant, c'est quelle ville voulons-nous? Et sur cette question de la régulation des locations touristiques, en fait, nous, ça fait 8-9 ans qu'on tire un peu la sonnette d'alarme en disant il y a des territoires, pas partout, il y a des territoires où il y a quasiment plus de logements. En tout cas, on a asséché l'offre de logements locatifs privés parce qu'ils sont tous partis en location touristique. On le voit bien dans le film. Exactement. Donc on disait, dans ces territoires-là, il faut réguler. Donc c'est pas qu'on demande tout l'État. On voit bien à quel point il faut que les maires, les chefs d'entreprise, tout le monde se mobilise. On se mobilise tous. Il faut aussi un État qui régule à un moment, un État qui soutient. C'est ce qui a été fait avec Cœur de Ville. Il faut continuer ce type d'initiative, mais il faut aussi réguler. Et ça fait 6-7 ans qu'on dit oui, on va le faire. Alors là, on y est. Il y a une proposition de loi qui vient de passer à l'Assemblée nationale, qui consiste à mettre sur le même niveau à peu près les locations touristiques sur l'aspect de la fiscalité ou les exigences au titre de l'écologie, des diagnostics de performance énergétique. Imaginez qu'en fait c'était plus intéressant d'avoir une location touristique parce que vous n'avez pas forcément à faire les travaux et en plus la fiscalité était plus attractive. Donc il fallait sortir de ça. Je ne sais pas, Monsieur le ministre, si vous pouvez nous dire, mais elle est passée à l'Assemblée nationale, cette loi. Enfin, je ne cache pas que nous, ça fait 6-7 ans qu'on bataille, qu'on dit qu'il faut y aller, mais tant mieux. Constatons qu'elle y est. Vous aviez indiqué, je crois, que vous vouliez la mettre, le gouvernement, en mai au Sénat, pour qu'enfin, les maires aient les outils pour agir. Et ce n'est pas un petit sujet, parce que c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir loger les salariés dans ces territoires, ceux qui bossent dans les restos, qui bossent dans les hôtels, les jeunes qui veulent décohabiter de chez leurs parents, qui veulent fonder leur famille, ou ceux qui veulent agrandir leur famille et qui restent chez leurs parents pour le moment. Il y en a beaucoup plus qu'on l'imagine. Donc est-ce que vous pouvez nous dire si, excuse de faire le... Je vous en prie. Où est-ce qu'on en est et si on y sera vraiment? C'est une proposition de loi que je soutiens, que j'ai d'ailleurs co-signée, puisque c'est une proposition de loi qui est portée de façon transpartisane par la majorité et par le groupe socialiste à l'Assemblée. Je souhaite qu'elle arrive le plus vite possible, je vous le dis. Et je n'ai pas, c'est une coordination parce qu'il y a beaucoup de textes qui doit arriver et il y a la conférence des présidents au Sénat qui doit l'arbitrer le 20 mars, je crois. Ah oui, donc ça arrive très vite. Mais en tout cas, c'est un souhait très fort. Je peux pas vous dire autre chose que je la soutiens. Je l'ai même co-signé quand j'étais parlementaire. Vous l'avez soutené, mais on est ça dans fait le même plus bateau. de 2 ans que les deux porteurs principaux de cette proposition de loi rament pour la faire passer à l'ordre du jour. Donc ça fait quand même 2 ans. Je vous assure que j'ai tout fait pour la soutenir depuis le début. Certaines mauvaises langues disent même que si elle passait en mai, puisqu'elle est en procédure accélérée, vous auriez 6 mois pour signer le décret d'application et que ce décret pourrait être signé, mais c'est des mauvaises langues, après les JO, pour ne pas embêter Airbnb qui est partenaire. Elle prévoit déjà une application après les JO. En fait, ce qui est déjà écrit dans le texte, c'est qu'elle s'appliquerait après les JO à partir de 2025. Oui, donc en réalité, le sujet est même pas une mauvaise langue, c'est écrit. Voilà, c'est écrit. C'est pas une mauvaise langue, mais ce que je souhaite vous dire, c'est qu'il doit être réglé cette année. On met trop de temps à faire ça, mais c'est bien. Mais vous prêchez un convaincu, Monsieur Robert. Depuis avril 2023, je soutiens ce texte. Donc on peut pas me faire le procès de la lenteur. J'ai tout fait pour l'accélérer. Et sur les propriétaires, pourquoi ne pas je ne sais pas, inciter, sinon contraindre les propriétaires à louer, à faire quelque chose de leur logement dont ils sont propriétaires, qu'ils n'habitent pas?
Avant de les contraindre, moi j'aimerais bien déjà qu'ils y voient un intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le fait de les inciter, c'est tous les mécanismes fiscaux potentiels qui peuvent intéresser pour les mettre sur le marché à de la l'investissement locatif, mais c'est aussi, je le redis, une rassurance, parce que beaucoup de propriétaires aujourd'hui sont inquiets de mettre en location, ils sont inquiets du coût que ça peut représenter, et des potentiels aléas que peuvent représenter les impayés. Vous l'avez cité, il y a un reportage avec une personne qui tombe sur un impayé qui met des années à être résolu. Là, on a une loi que j'ai portée qui permet de réduire significativement les délais en cas d'impayé. Et cette peur-là, elle va rester. Non, je pense que le volume des loyers impayés, c'est 2%. Le volume des loyers impayés, c'est 2%. On peut l'enlever si on s'attaque à cette question-là, du doute qu'il peut y avoir. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de Français décident soit de laisser vacant, soit de louer en touristique, parce que c'est pas exactement le même bail et c'est pas exactement la même protection des locataires. Et beaucoup de Français se détournent de l'offre locative, pas que pour une question de fiscalité et de Pinel, mais aussi parce qu'ils ont un doute. Et mon rôle, c'est aussi de leur redonner confiance. Ça n'est pas qu'une question. Ils se détournent de la location classique, excusez-moi, vers le Airbnb pour se faire un peu plus d'argent. La dame, dans le reportage que vous avez vu, elle a été vaccinée contre la location traditionnelle parce que quand elle a pris 2 à 3 ans d'impayé, elle se dit plus jamais. Moi, mon rôle, c'est que cette dame, demain, elle se dise, j'ai confiance et mon appartement, je le remets en location. Ils ne sont pas entendre que ça serait la généralité. Il y a seulement 2% d'impayés des loyers en France. Je pense qu'il faut quand même le rassurer. Il y a beaucoup de gens qui louent leur logement tous les jours. Ça se passe très bien. Non, je pense que c'est quand même important de le dire. Mais quand ça vous tombe dessus, ça peut vous vacciner, madame. Il faut entendre le témoignage qu'on a entendu dans le reportage. Pour l'instant, c'est surtout que ces revenus-là sont 2 fois plus taxés que tous les revenus qui sont soumis au prélèvement fiscal unique, à un dividende ou à un coupon d'obligation. Ça n'est pas normal. Donc je veux bien qu'on ne parle pas de fiscalité parce que c'est tabou, ça on l'a bien compris, mais quand même c'est la réalité. C'est pas que c'est tabou, madame. C'est un peu tabou. C'est qu'il y a probablement, il y a un levier fiscal, il y a une question de rentabilité. Je dis juste qu'il n'y a pas que des questions de fiscalité, il y a aussi des questions de confiance dans le marché locatif. Si autant de personnes ont des appartements qu'ils laissent vides aujourd'hui, plutôt que de le louer à des Français qui en ont besoin, c'est probablement qu'ils se disent qu'ils veulent faire autre chose et qu'ils ont peur de louer. Et il faut résoudre cette question-là. Si on la résout pas, on continuera à avoir 8% de logements vacants dans notre pays, on continuera à avoir à Paris 22 000 logements qui sont vacants depuis plus de 2 ans, et on continuera à avoir des propriétaires qui préfèrent faire autre chose que de louer de façon traditionnelle à des Français que l'on veut. La confiance, c'est hyper important pour inciter dans l'offre locative. Oui, un mot, et après j'ai encore... Oui, non, je pense qu'il faut qu'on soit prudent. Faut qu'on soit prudent sur la réalité de tout ce qui reste à faire. Nous, ce qu'on avait dit, à la demande du Premier ministre, quand on a co-animé avec Véronique Bédag le CNR, on fait bosser pendant 6 mois 200 personnes, des experts du logement, les élus, les parlementaires, les associations, les architectes. Ce qu'on avait dit, c'est qu'il fallait jouer sur tous les leviers à la fois. C'est tellement important le logement, c'est ce qu'on est en train de dire et c'est ce que le reportage dit. Donc derrière cette histoire des impayés qui concerne 2%, oui, on peut avoir confiance, mais vous voyez bien qu'il va falloir aider les maires dans cette histoire-là. On avait d'abord dit, première chose, le fonds friche, augmentez-le pour exactement faire ce qui a été fait à Vesoul. Si j'ai bien compris, dans les 10 milliards d'économies de Monsieur le maire, on réduit encore la voilure, alors qu'on avait une ambition. On avait dit, il faut encourager la rénovation des logements, globalement, pour qu'ils soient plus performants thermiquement, pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Il y a toujours un gros budget sur Il y avait un budget qui a un peu augmenté, mais on avait noté qu'il avait fortement augmenté, on avait dit bravo au gouvernement. Ce que nous dit Monsieur le maire il y a 2 semaines, c'est qu'en fait, on va le rebaisser d'1 milliard. Ce que l'on dit, non mais je dis des choses factuelles, Monsieur le ministre. Factuellement, ce que l'on avait dit à la sortie du CNRC, il faut aider l'accession il faut aider à l'accession des primo-accédants. C'est pas vraiment, Monsieur Robert. Il faut aider à la construction de logements sociaux. Il faut inciter à la mobilisation des moyens du privé pour qu'ils mettent de l'argent, non pas dans la bourse, mais sur le logement, avec des contreparties sociales, avec des contreparties environnementales, parce qu'on ne peut plus faire comme s'il n'y avait pas les enjeux aujourd'hui climatiques et écologiques. On avait dit qu'il faut faire effet levier de partout, parce que c'est une chaîne. Tout se tient dans cette histoire-là. Et c'est ce que dit votre reportage, d'ailleurs. Vous savez, la déception qu'il y a eu après 6 mois de travail, parce qu'on nous a dit, non, en fait, on ne va pas fixer les objectifs de logement sociaux, on ne va pas réinjecter par rapport au coût budgétaire sur le logement social des appels, et en plus, on va réduire l'incitation à la production de logements dans le parc locatif privé parce qu'on va supprimer le cellier. Moi, je n'étais pas un fan du cellier. On aurait pu peut-être faire autrement. Mais il faut garder des leviers d'incitation. Tout simplement parce qu'il y a urgence et parce que si on fait feu de tout bois et qu'on se retrousse tous les manches, je pense qu'on peut la gagner, la bataille du logement dans notre pays. Mais attention à ne pas casser l'appareil de production et attention à ne pas casser les énergies aussi des collectivités, comme de tous les acteurs économiques et sociaux dans ce pays qui sont prêts à jouer le jeu, comme
comme ils l'ont fait pendant la période Covid. C'est tout à fait vrai. Je voudrais juste intervenir sur la rénovation pour dire que jamais le budget rénovation à travers MaPrimeRénov' n'a été si important que cette année. Et que factuellement, même s'il y a eu 1 milliard d'augmentation en moins, cela reste un budget qui est en augmentation par rapport à 2023 et qu'aujourd'hui, le ministère, l'ANA, ont un vrai budget pour aider les Français à rénover. Et on a mis des mesures de simplification. Et si j'ai un message, Madame Drucker, à faire passer, faites des devis, remplissez le site de l'ANA et de MaPrimeRénov'. Je vous encourage à faire des travaux de rénovation, que ce soit des rénovations globales, mais aussi des gestes simples de rénovation, parce qu'il y a du budget et que nous avons un enjeu à consommer ce budget pour avoir un maximum de personnes, de Français, qui rénovent leur logement. Et donc, le montant augmenté. Réjouissons-nous. Le montant par rapport à le montant 2024 est en augmentation par rapport à 2023, malgré les économies budgétaires. Et donc, il y a bien du budget et je vous encourage. Il faut donner un esprit positif à cette rénovation. Parce qu'à force de dire que ça marche pas, si vous voulez, les gens disent, moi j'arrête de rénover. Donc il faut les encourager à rénover. Esprit positif, pour conclure, Emmanuel Cos. Moi, je redirais ce que j'ai dit au prédécesseur de M. Kasbarian. D'une part, il serait temps, en fait, qu'on parle beaucoup plus de logement dans votre gouvernement, et y compris avec le président de la République, parce que cette crise, elle est là aussi parce qu'on n'en a pas parlé au plus haut niveau de l'État pendant des années. Mais surtout, et en regardant l'histoire, et en regardant notamment ce qui s'est fait dans les années 50 dans notre pays, si on veut le plein emploi, qui est à mon avis une promesse importante, exceptionnelle pour notre pays, il faut le plein logement. Sans plein logement, il n'y aura pas de plein emploi. Et donc, ça veut dire, en effet, créer une mobilisation générale, accepter qu'on revoie les dogmes actuels sur l'argent autour de la politique publique du logement, qu'on réinvestisse auprès des opérateurs, sociaux comme privés, auprès des maires, qu'on accepte de mettre des crédits pour produire ces logements dont on a besoin, avec une population, en effet, qui est en mutation. Les bassins d'emploi ne sont pas les mêmes qu'il y a 70 ans, mais néanmoins, il faut qu'on y aille. Et c'est ça qu'on attend de vous. Juste ça. Mais c'est peut-être déjà beaucoup, vu ce que vous venez de dire ce soir. Une phrase, Delphine Denuy. Réfléchissez, parce que c'est une phrase pour chacun de vos yeux. En conclusion, il nous faudrait un grand plan logement, et qu'on ne voit pas le logement que comme un placement financier, mais comme un toit au-dessus de la tête des Français. Et encore une fois, ne serait-ce qu'inverser la courbe de la construction qui descend, la courbe de la construction des logements sociaux. C'est si possible un toit décent et confortable. J'en viens, une phrase. Moi, je crois, Monsieur le Ministre, que ça serait plutôt positif de dire on a loupé l'aménagement du territoire depuis 7 ans. On a pensé que le logement allait marcher tout seul. On s'est trompé, on va changer. C'est mieux que d'essayer de mettre des sparadraps sur un truc où tout le monde voit que ça marche pas. Je vous le dis très gentiment, vous savez que je suis pas un ennemi de classe, mais franchement, je pense que sur l'aménagement des territoires, sur la transformation des populations après le Covid et sur la crise du logement, vous avez pu considérer ça comme secondaire par rapport à d'autres choses, des prioritaires, l'industrie, tout ça. Je dis pas que vous n'avez rien fait. Je pense qu'il faut le remettre au premier plan. C'est absolument essentiel, y compris, je vais vous dire une chose, si on appelle Christenberg gagne les élections. Non, moi, je suis d'accord. Je ne peux pas mieux dire. Il faut y aller. Il faut vraiment y aller. Il faut une politique globale du logement. Le problème du logement, ça ne peut pas se gérer en petites tranches et en petits patchs. Il faut une vraie politique du logement. Monsieur le ministre, nous, on vous fait confiance. Vous avez beaucoup de mots, mais maintenant, il faut des faits. On a besoin que la courbe remonte, on a besoin de produire des logements, et les Français ont besoin de ça. J'ai compris. Non, mais quand même. Je mesure l'attente sur ce plateau à travers le reportage, et je sais bien quelle est l'attente des Français sur la question du logement. Cette crise, je suis le premier à la reconnaître, à la fois sur la demande et sur l'offre. Ça, on peut pas vous enlever de ça, vous reconnaissez mais tout. Je reconnais, mais parce que j'ai été un élu de terrain, parce que j'ai été pendant 7 ans parlementaire et que sur mon territoire et dans les Hauts-de-France, on constate tous la même chose. Et donc, c'est déjà important de pouvoir poser un diagnostic commun sur une crise et sur une souffrance des Français qui est très importante. Après, déplorer, ça suffit pas. Les mots, ça suffit pas. Moi, je suis là depuis 5 semaines. Je peux vous assurer que ma détermination, elle est là, à la fois pour débloquer la demande et pour débloquer l'offre. On a besoin de mettre plus d'offres de logement, plus d'offres locatives, plus d'offres neuves, plus d'offres sociales, plus d'offres pour les classes moyennes, plus d'offres libres. Je n'ai pas d'autres remarques que d'attester effectivement que nous aurons toute la volonté pour remettre de l'offre sur le marché. Et je peux vous assurer que je vais me donner à fond pour le faire, avec vous que j'ai déjà rencontré, que je continuerai à voir, et avec tous les Français, parce que l'attente, elle est énorme. Et je rejoins le constat qui est de dire qu'aujourd'hui, il n'est pas normal d'avoir des centaines de locataires qui s'entassent à visiter une offre sur le marché et avoir un chiffre aussi effondré de construction et avoir autant de Français qui rêvent de pouvoir acquérir l'appartement et leur maison de leur rêve et qui ne le peuvent pas aujourd'hui. J'en ai pleinement conscience. Je peux vous assurer qu'on va bosser avec mes équipes jour, nuit, week-end et que je lâcherai pas les Français sur ce sujet-là. C'est important de pouvoir répondre à cette crise qui est réelle et que ressentent tous les Français. Et je peux vous dire qu'on va
On va vous surveiller. 2 ouvrages à vous recommander. Christophe Robert, pour les sans-voix, pauvreté, mal logement, inégalité ne sont pas des fatalités, aux éditions Artaud. Et votre dernier ouvrage, Jean Viard, Une émeute et le langage de ceux qui ne sont pas entendus, pour une pensée postcoloniale positive, c'est aux éditions de l'Aube. Merci à vous toutes, merci à vous tous et merci à vous, chez vous, d'avoir été avec nous ce soir. Très bonne fin de soirée sur France 2, à bientôt. Femmes de la rue à l'abri. Avec l'aide d'associations, des femmes SDF